je remercie tout le monde d'être là. J'explique pourquoi on fait ça. Et après, je prends la main. Je les fais se présenter. Et après, je te donne ma main. D'accord? Vincent et puis. Voilà. Monsieur, Et après. monsieur. Ah, c'est Vincent là? Vincent. Bien sûr. On va 5 minutes encore. On va le temps reste tranquille. Bien. On va essayer de ne pas trop prendre de retard. Donc merci et un très grand merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour notre deuxième édition de Graines de Supply Chain Manager. Pour nous, la slog d'être proche des jeunes est très important, de donner envie aux jeunes des grandes écoles, des grandes universités de rejoindre nos fabuleux métiers, c'est aussi quelque chose de très important. Et donc, nous avons décidé de nous rapprocher sur un certain nombre d'actions des écoles et des jeunes. Et cette action, cette séance de Graines de Supply Chain Manager va dans ce sens-là. Alors, autour de moi, donc, 2 membres du jury. Vincent Barral, directeur supply chain d'LVMH. Bonjour. Donc j'avais pas prévu d'intervenir, donc je suis un peu froid sur le speech, mais peut-être dire une chose. On recrute à 100% de nos cadres sont recrutés à partir de stages. Voilà, donc il y a quelques années, on recrutait des gens plus seniors ayant déjà une première expérience professionnelle. Mais ça fait maintenant 4-5 ans où c'est quasiment le seul canal d'intégration dans nos équipes. Donc je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui et de pouvoir analyser la prestation des jeunes étudiants. Et je terminerai peut-être par dire que au-delà de la technique qu'il faut acquérir, le métier de la supply est un métier extrêmement transversal. Et la grande différence se fait souvent pas sur la capacité à modéliser une supply chain, mais sur notre capacité à discuter avec les équipes marketing, retail, industriel, finance, ressources humaines. Et c'est là qu'un cadre en supply peut faire une énorme différence. Donc c'est le message que je laisserai aux étudiants ce soir. Levez un peu les pieds sur le maths, la physique et la chimie et mettez un maximum de votre énergie sur les soft skills et votre capacité à transmettre une vision. Merci Vincent. Alors à mes côtés, donc Enrico Del Bolgia, donc possiamo parlare italiano o la facciamo in francese? No, facciamolo in italiano. In italiano. Donc Enrico Del Bolgia qui est le directeur RH monde du groupe L'Oréal pour les métiers de la supply chain. Bon, merci déjà de m'avoir invité. Donc L'Oréal, tout le monde pense, voilà, c'est un groupe marketing, etc. Mais en fait, nous, on a 8000 collaborateurs sur la partie supply chain. Donc c'est quand même quelque chose de crucial et très stratégique pour nous. Donc il y a beaucoup de projets aujourd'hui parce que bien évidemment notre comité de direction a compris que la supply chain a un vrai rôle à jouer. Donc c'est très important pour nous d'être là avec vous. Il y a beaucoup de projets autour des transformations supply chain, du retail, e-com, etc. Donc on fait beaucoup de communication sur tout ce qui est les opportunités sur la partie operation, supply chain, la transformation qu'on a mis en place. Et voilà, donc c'est une très belle opportunité pour moi, voilà, de connexion, de network avec vous tous. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, voilà, et aussi à regarder toutes les opportunités qu'il y en a sur notre site L'Oréal Carrière, non, parce que c'est vraiment un moment de grande transformation chez L'Oréal qui a vraiment la stratégie, c'est vraiment lié à tout ce qui est opération, supply chain et transformation digitale. Un grand merci Enrico et je laisse maintenant la parole à l'organisateur en chef de cette manifestation, Serge Secret. À toi de jouer. Merci Jean-Michel. Donc je suis à la SLOG et je suis ravi de faire l'introduction de cette session de speed recruiting, donc de mise en relation des étudiants avec vous, avec les entreprises. C'est une deuxième session. Première session au SITL en mars 2017. Un feedback extrêmement positif et des étudiants
et des entreprises. Donc à chaque occasion maintenant de pouvoir mettre en relation des étudiants et des entreprises, la SLOG saute dessus. Donc on fait ça, c'est la deuxième chose. Les 6 étudiants que nous avions l'année dernière ont tous eu des contacts avec les entreprises après coup et des contrats avec les entreprises qui ont participé, qui étaient dans la salle donc il y a un an. Et c'est tout le bien, tout le mal que l'on souhaite aux étudiants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 4 étudiants. Malheureusement, sur la dernière ligne droite, on a eu quelques désistements ou des problèmes qui ont fait que. Ceci dit, on a la qualité. Ce sont des étudiants qui ont des parcours extrêmement variés, extrêmement différents, extrêmement enrichissants, mais qui ont tous un point commun. Ils recherchent tous, pour dans les mois qui viennent, l'été, soit un CDD, soit un CDI, soit un VIE, donc que ce soit en France ou à l'étranger. La façon de procéder va être la même que celle que l'on a utilisée l'année dernière. Chaque étudiant a préparé une présentation sur son format, ou à peu près. J'ai essayé de les orienter pour qu'ils puissent tenir dans un timing cohérent. Vont passer, on pourra leur poser 1 ou 2 questions à la fin de chacune des présentations. Et bien entendu, à la fin du passage des 4 étudiants, vous pourrez venir les voir, échanger des CV, échanger des cartes, prendre des rendez-vous avec grand plaisir. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière et ça s'était à nouveau également très très bien passé. Le premier candidat qui va passer, c'est Pierre Guillaume. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent, merci à la SLOG de nous avoir invités et d'avoir proposé cette participation à cet événement. Je vais présenter quelque chose qui me tient à cœur sur un projet qui concerne la logistique urbaine des biodéchets. Avant tout, on nous a demandé de nous présenter, donc un petit slide de présentation. J'ai 30 ans, ça fait 8 ans que je travaille dans le transport, essentiellement en tant qu'exploitant en matières dangereuses. J'ai repris mes études il y a 2 ans, d'abord à l'École supérieure des transports, pour faire un master transport et logistique, et après pour avoir une vision plus globale de la supply chain et du transport, je suis en train de réaliser un master spécialisé à l'École d'ingénieurs des saisies. Et c'est dans le cadre de cette présentation et dans cette formation que je vous présente le sujet de ma thèse professionnelle qui s'occupe de la logistique urbaine des biodéchets dans les grandes agglomérations. Avec une problématique, c'est par quels moyens accompagner le développement de la collecte des biodéchets dans les grandes agglomérations. Le contexte, c'est un contexte qui est à la fois contraignant pour les entreprises, pour les particuliers, mais comme c'est le cœur de métier de l'entreprise et du groupe pour lequel je travaille, c'est à la fois une opportunité. Le Grenelle de l'environnement, on en a tous entendu parler, il y a eu le Grenelle 1, il y a eu le Grenelle 2. En 2010, il y a eu les lois Grenelle 2 et qui définissaient à la fois les biodéchets et l'opportunité et les obligations à la fois pour les entreprises détenteurs et producteurs de les revaloriser à la fois sous forme énergétique et sous forme fertilisant. Ce qui implique, depuis la mise en place de cette loi, une augmentation des biodéchets, du volume des biodéchets à traiter. Sauf que dans l'espace urbain, il y a de plus en plus de camions. L'espace urbain est de plus en plus congestionné, à la fois en nombre de camions, mais aussi à la fois en pollution. Il faut quand même, le transport, ça doit apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs, aux fournisseurs. Voilà. Et la gestion des contenants, mais on ne gère pas des bacs, puisque la collecte actuellement, elle se fait par des bacs roulants, donc de type poubelle, ou alors des pallbox de différentes tailles qu'on peut mettre dans des fourgons à ion. C'est des palettes en plastique qui sont étanches. Maintenant, je vais vous proposer 3 solutions. Parce que l'idée de la thèse professionnelle, c'est de réfléchir sur une problématique et d'apporter ou d'essayer d'apporter différentes solutions. Je vais vous présenter 3 solutions. La première, c'est l'utilisation des ELU, des espaces logistiques urbains. Grosso modo, c'est des espaces qui sont à disposition des mairies, mais qui ne sont pas encore utilisés. Donc, c'est des espaces déjà créés à l'intérieur des villes. L'avantage, c'est que ça réduirait le temps de parcours et ça permettrait une limitation des kilomètres, du temps d'attente.
il y aurait une plus forte réactivité au niveau des collectes de livraison et il y aurait moins de temps dans les pertes d'embouteillage. L'inconvénient à cette solution, c'est que ces ELU, il faut les rénover, il faut investir à l'intérieur. Le coût des ruptures de charge. Si on met un point de distribution, on augmente la rupture de charge et nous savons tous que c'est un facteur, un goulet d'étranglement par rapport à la performance de la supply chain. Et enfin, la difficulté des gestions des contenants. Donc, augmentation du nombre de stocks des contenants, difficulté de réactivité, de perte de contenants. Ce n'est pas une solution actuellement. Il faut encore creuser dessus. La deuxième solution, ça serait la création d'un accord unique de collecte sous le format des centres de distribution urbains, des CDU. L'avantage, c'est que ça limite le nombre d'intervenants et de personnes présentes. Donc on réaliserait de ce fait des économies d'échelle. Les inconvénients, cette solution, elle est testée dans différentes villes françaises, à la fois françaises et européennes. Mais d'un point de vue en ce qui concerne les marchandises, ça n'a pas encore trouvé le modèle économique pour que ça soit viable et que ça fonctionne. Il y a un problème d'actionnariat, qui décide, qui met l'argent, qui paye. Et l'un des principaux problèmes, c'est le droit à la concurrence. Ça veut dire qu'il y aurait un acteur en position de monopole sur un marché donné. On est dans du biodéchet, donc on apporte une délégation de service public. Donc le montage juridique et l'implication des parties prenantes, des partis politiques, au sens général du terme, pose une difficulté. La troisième et dernière solution que je vous propose et que je vous présente aujourd'hui, c'est le changement du type de, c'est changer carrément de modèle. C'est de passer d'un échange de bacs, donc l'agent de collecte, il récupère un bac plein et il vous redonne un bac vide, à carrément la levée de bac ou les ordures ménagères, le principe des ordures ménagères. Les avantages, c'est qu'il n'y a qu'un seul type de matériel. C'est du véhicule, c'est comme un camion poubelle. Le deuxième, ça simplifie le mode de collecte, ça simplifie la manutention derrière et ça favorise le report modal. Plus facile de mettre des dépôts à côté, si on prend l'exemple de Paris, de la Seine, une barge pour évacuer les biodéchets. Et on utilise toutes les compétences de la supply chain pour que ça soit à la fois économique, rapide et écologique. Et enfin, l'avantage suprême, c'est qu'il n'y aurait plus de gestion de contenants. La gestion de contenants est limitée au maximum, ce qui évite les pertes de charge, les casses et un coût pour les utilisateurs. Cependant, il ne faudrait pas que les sacs plastiques ou les sacs utilisés pour contenir ces biodéchets, il y ait un problème d'industrialisation, puisqu'encore une fois, l'objectif de la loi Grenelle, c'est d'avoir à la fois une valorisation énergétique sous forme de méthanisation et après de fertilisation. Donc il ne faudrait pas que le nouveau contenant perturbe ou mette à mal ce processus. Il y aura un changement également de modèle économique de la part des entreprises parce qu'ils ont investi dans les bacs, dans des systèmes de lavage. Et ces investissements, il faut bien les amortir. Et enfin, c'est peut-être aussi une donnée qu'il ne faut pas négliger, c'est la perte de valeur qu'on peut apporter en tant qu'entreprise, à la fois de transporteur et de revalorisation de biomasse, par rapport aux services que nos fournisseurs ils attendent de nous, à savoir collecter, laver les bacs et donner des bacs pleins, vides, propres et utilisables pour l'ensemble de leur collecte. Je vous remercie de votre attention. Donc bravo Pierre-Guillaume. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions maintenant, sachant qu'encore une fois, vous allez pouvoir recontacter chacun des étudiants à la fin de la session, mais il peut largement prendre une ou deux questions maintenant. Tu nous proposes 3 solutions, mais du coup, celle qui serait plus favorable, ça serait laquelle selon... Alors ça, c'est 3 solutions à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore, in fine, creusé toutes les questions. J'ai 2 préférences. La première préférence, c'est la dernière solution, à savoir changer de modèle de collecte.
pour dire c'est peut-être plus facile de regarder et d'industrialiser, d'utiliser des sacs biodégradables et d'adapter ce mode de collecte pour que la collecte au niveau des fournisseurs, des restaurants d'entreprise et des grandes surfaces soit beaucoup plus facile et beaucoup plus réalisable. Ce serait l'avantage de diminuer le problème ou l'inconvénient de gestion de bac. Ça, c'est la première solution. La deuxième, que j'aimerais bien approfondir, c'est la création d'un centre de distribution urbaine pour permettre véritablement, en quelque sorte, une révolution pour dire ça n'a pas forcément marché à des degrés divers dans la marchandise, pourquoi ça ne marcherait pas dans les biodéchets? Parce que, encore une fois, c'est dans l'air du temps, c'est des choses qui pourraient être porteurs de projets et d'utiliser différentes compétences. Moi j'aimerais savoir, donc un sujet très très important, notamment en matière de RSE, j'aimerais savoir aussi cette démarche avec qui tu l'as conduit. C'est-à-dire qu'il y a ta réflexion à tant que telle, mais qui sont les gens de l'écosystème que tu as vus et avec qui tu as parlé pour, en tous les cas, analyser ce sujet? Alors ce travail d'analyse, il est en cours. Parce que je suis en pleine période de benchmark en ce qui concerne et en pleine période de lecture pour clarifier des idées par rapport à la thèse professionnelle. Je travaille chez Saria Industries, qui est un opérateur national et qui est spécialisé dans la revalorisation de biomasse animale et végétale. Donc je participe activement à leur recherche, ils m'aident en retour à acquérir certaines compétences et certaines connaissances, et en retour, je leur apporte certainement une nouvelle façon de penser ou des questions qu'ils n'ont pas posées, ou peut-être des questions qui se poseront dans l'avenir, dans 5 à 10 ans, dans une vision stratégique. Mais au moins, ils auront quelques démarches et quelques réponses, quelques solutions à trouver, à mettre en place. Parfait, merci Pierre-Guillaume. Merci. Donc deuxième candidat, c'est Clémence, qui a donc un background commercial et supply chain et qui termine ses études à Paul Paris Alternance cet été. Bonjour à tous. Hop. Donc, je me nomme Clémence Lecoeur. Je suis actuellement Master Achat et Logistique, spécialité Supply Chain à Paul Paris Alternance, où je suis en cours de passation de Basics. Je fais mon alternance dans un cabinet de consulting qui se nomme Ananeos et qui est spécialisé en Supply Chain Management, e-logistique et Supply Chain Finance. Je suis là-bas en chargé d'études de Supply Chain ainsi que responsable logistique. On verra par la suite pourquoi. À l'idéal, dans un futur proche professionnel, je suis à la recherche d'un CDI ou d'un VUE à l'étranger. Toute opportunité est bonne à recevoir, ainsi que tout secteur. Alors, pour vous présenter mon projet, donc, qui est l'organisation logistique au sein d'une TPE. La TPE en question est donc une entreprise de torréfaction artisanale de café qui se nomme Picard Alistair & Lloyd, où le besoin était ressenti de mettre en place une organisation logistique ainsi qu'une réorganisation en surface logistique. Le but, nous avons fait un audit avec un référentiel qui s'appelle le Supply Chain Masters, et donc il y a un outil pédagogique qui a duré 2 jours. Ça nous a permis donc de visualiser les flux physiques et les flux d'informations à travers une value stream mapping et également de mettre en place un plan de restructuration de la surface logistique, ainsi que de prendre en compte les améliorations des postes à travers les employés et leur demander ce qu'ils souhaitaient. Mon insertion s'est donc faite pour une mission d'1 an où je suis en poste en tant que responsable logistique et ma mission principale est la planification. Donc pour vous visualiser ce que j'étais en train de vous dire auparavant, les flux d'informations et les flux physiques qu'on a pu traduire en value stream mapping, on passe donc des matières premières, donc l'achat de café vert avec les différents processus de production, qu'on termine en produits finis en grains, moulus, dosettes, mis en conditionnement à la demande et desservis en B2B, très bien en B2C pour desservir notre client final. La mise en place a été une compréhension et un fonctionnement de l'entreprise de manière globale, d'obtenir une vision
large. Et ce que je citais auparavant, de vraiment demander aux opérateurs qu'est-ce qu'ils pensaient de leur poste et qu'est-ce qu'ils souhaitaient améliorer. Ça a été d'une deuxième partie mon implication. J'ai dû analyser, optimiser les besoins, voir les points de dysfonctionnement et les points d'amélioration qui étaient à valoriser. Et ça a été ça s'est conclu donc excusez-moi. Ça s'est conclu de manière que j'ai vraiment voulu m'insérer dans l'entrepôt, être non-stop auprès des opérateurs, être à temps complet réellement, et même être en soutien ponctuel auprès d'eux si les postes étaient surchargés, pour moi-même être formée sur les postes et pour mieux les assimiler par la suite dans la planification. Dans la continuité, je suis vraiment devenue une supply chain manager de 5 personnes. J'ai obtenu une cohésion de groupe, j'ai mis en application des outils d'amélioration comme le lean management. Et ma principale mission, comme je citais auparavant, c'était la planification des programmes de production. Donc pour vous faire visualiser les flux physiques et les flux d'information, les flux physiques, ça a été, au tout départ, ça a été une mise en place. Donc des plannings de production qui étaient effectifs pour chaque poste, qui m'a permis de structurer et coupler les commandes. Et réellement, les employés, on a pu comparer avant, après, une réduction d'1 heure de leur temps de travail, tout simplement parce que l'heure était perdue dans la recherche d'informations, dans la recherche de composants qui n'étaient pas présents sur leur ligne de production. Pour mesurer tout ça, forcément, on a chronométré les tâches de manière à savoir combien ils peuvent produire par heure, gérer de mieux en mieux les flux physiques. Et ça s'est traduit également dans la vision des stocks de conditionnement et les stocks de matières premières. Et tout d'abord par l'achat de café vert. L'achat de café vert était fait au départ en make to order, donc selon la demande des clients. Et on est passé en assemble to order, donc selon des tableaux consommationnels, tableau consommation mensuelle, pardon. On a pu comparer et mettre en place ceci, ce qui nous a permis de réduire notre lead time de 30 jours à 10 jours pour les servir notre client. Ce qui s'ensuit, ce sont les flux d'informations. Et ces flux d'informations nous ont permis aussi de mieux structurer, de mieux connaître les clients, de mettre en place un CRM. Et tout ça, on a pu le comparer au niveau de nos taux de service level, qui sont passés de 77% à 85%, ainsi que notre TIF. Obtenir de moins en moins de commandes sans reliquat, ce qui était vraiment notre but premier. Et on est passé de 70% à 98%. J'aurais pas pu mettre tout ça en place sans un serious game qui s'appelle The Cool Connection, où j'ai pu obtenir une vision globale de ce que c'est la supply chain et avoir aussi une vision collaborative de ce que c'est. Dont d'ailleurs je suis en finale et je pars aux Pays-Bas le 30 avril pour ça. Et pour conclure également, la mise en pratique de tous mes cours et ce que j'apprends à travers le Basics que j'applique en cas réel. Pardon. Et donc, pour donner et conclure sur ce retour d'expérience, j'ai obtenu une vision plus précise de ce que c'est la supply chain. J'ai eu une meilleure compréhension de tout ce qui est flux physique, d'informations, mais également financier. Et j'ai pu appliquer en temps réel tout ce que j'apprends. Je pourrais vraiment dire que ce qui m'a vraiment relayé et ce qui a vraiment reflété de moi-même dans cette mission, ce qui est encore en cours, bien évidemment, ça a été mes qualités professionnelles de coordinatrice, d'être leadership, être à l'écoute des opérateurs, parce que tout simplement, c'est eux qui sont sur les lignes de production. Et si je n'apprends pas à les connaître ou si je n'apprends pas à savoir ce qu'ils font, c'est eux qui m'apprennent également pour améliorer par la suite. Et je conclurai et je terminerai sur ça, c'est que le point de difficulté de cette mission pour moi, ça a été de m'insérer dans un milieu d'hommes, surtout plus âgés. Et ça m'a permis aussi de développer une détermination, une ténacité, de montrer aussi que je pouvais apporter ma valeur ajoutée dans les process de production et que j'étais capable pour ça. Donc voilà, et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bravo Clémence. Merci. Une ou deux questions de la salle? Moi, j'ai une question en fait. Voilà, je trouve que c'est un super exemple de gestion de changement. Donc, je me pose la question s'il y a jamais eu. J'ai deux questions en fait. La première, si tu as jamais senti en fait un moment critique où tu avais l'impression de ne pas y arriver. Et la deuxième, les compétences clés que tu as pu développer en fait grâce à cette expérience. Le plus difficile, ça a été vraiment l'insertion.
Et après, bien évidemment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai essayé de mettre des process, des plannings de production pour que tout le monde puisse les comprendre, mais j'ai réadapté par la suite pour que tous les opérateurs puissent vraiment bien les assimiler et qu'ils aient toutes les informations correctes pour faire une bonne commande au final. Et les qualités que j'ai peut-être mis en place à travers ça a été, comme je citais, coordinatrice, mais aussi d'être déterminée dans ce que je voulais faire, de leur faire vraiment comprendre que c'était vraiment important. C'était vraiment important de leur montrer qu'on pouvait essayer, on voyait comment ça se passait et qu'on le faisait surtout ensemble. Moi, j'ai aussi une question qui, bon, c'est clairement remarquable. Comment on peut passer aussi rapidement de la définition d'un nouveau process à l'intégration de ce nouveau process avec les systèmes d'information et quelles ont été les difficultés? Parce que parfois c'est là que se trouve la complexité. Tout d'abord, au départ, dans cette entreprise, dans cette torréfaction artisanale de café, il n'y avait rien. Aucun processus n'était structuré, rien n'était en place, aucun système d'information présent. Donc on a essayé déjà de mettre en place en interne des choses auprès des opérateurs pour une meilleure compréhension et par la suite une mise en place donc, de CRM, comme j'ai cité, et après aussi système d'information pour une meilleure gestion des stocks. Pas de questions. Merci Clémence. Merci. Bravo, c'est bien. Salma, background commercial, et qui se trouve actuellement à la Schema Lille sur un master supply chain achat. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui, de nous écouter et merci à la SLOG de nous avoir invités pour pouvoir présenter notre expérience devant vous. Donc voilà, je m'appelle Salma Rarit, je suis actuellement en master spécialisé Supply Chain et Achat au sein de la Schema Business School à Lille. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'identification des unités logistiques, qui est une problématique sur laquelle j'interviens actuellement en tant que chargée de mission logistique chez Picard-sur-Gelée. Donc, comme je vous ai dit, je suis chargée de mission logistique chez Picard-sur-Gelée en contrat de professionnalisation, j'ai commencé mon cursus universitaire par une licence économie et gestion au sein de l'université Panthéon-Assas Paris 2. Donc, par le biais d'un stage que j'ai effectué pour ma licence, j'ai intégré un entrepôt. Donc, ce qui m'a fait vraiment découvrir le monde de la logistique, ce qui a orienté mon choix vers un master en supply chain et management des opérations au sein de l'ESG Paris. Et puis cette année, donc, je suis en master spécialisé en management de la chaîne logistique et achat au sein de la Schema Business School. Donc pour ce qui est de mes recherches, à partir de septembre 2018, je serai éventuellement à la recherche d'un CDI en gestion de projet supply chain. Donc ça va être du lancement de projet jusqu'au suivi de projet. Et puis en amélioration continue supply chain, donc ça va être de l'analyse de KPI, de la proposition de projet d'amélioration. En conseil supply chain, donc je trouve que le conseil il englobe plusieurs sujets, donc tout dépendra de la mission sur laquelle je serai amenée à travailler. Et ensuite donc ça va être du pilotage et de l'optimisation des flux, donc c'est vraiment de l'opérationnel en plus du stratégique. Donc la réalisation supply chain sur laquelle j'ai intervenu, c'est l'identification des unités logistiques. Donc actuellement chez Picard-sur-Gelée, je travaille sur des missions transverses d'amélioration continue. Et puis, donc on est en train de revoir un peu les process et de rédiger des process pour les nouveaux clients internationaux. Donc, comme vous savez tous, Picard-sur-Gelée, c'était tout d'abord une entreprise qui était vraiment en interne. Donc, on fonctionnait avec des magasins en propre. C'était de la distribution en France. Et puis, par la suite, donc, on s'est développé un peu à l'international, notamment la Suisse, le Luxembourg ou encore la Belgique. Et donc, actuellement, les nouveaux canaux de distribution, ça va être les distributeurs dans des pays étrangers, comme par exemple la Suède, où on a signé un contrat avec ICA, donc qui est un distributeur d'agroalimentaire ou de plusieurs produits différents. Et puis également, donc on commence à travailler avec Albertine, qui est une chaîne de distribution également aux Pays-Bas.
Donc, pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients, donc on est obligé de changer un peu nos codifications internes, vu qu'on était vraiment qu'en circuit fermé. Donc aujourd'hui, l'enjeu stratégique pour nous, ça va être de s'ouvrir sur de nouveaux canaux de distribution. Et pour pouvoir répondre à cette problématique, on est obligé de faire appel au standard GS1. Donc le standard GS1, déjà le GS1, c'est une organisation internationale qui existe de par le monde, qui codifie les objets et les unités logistiques. Donc ça va aller de l'unité de vente jusqu'au colis ou à la palette. Donc via un code, on est capable de reconnaître les articles directement. Donc ça aide également à l'automatisation quand on passe par des prestataires logistiques. Donc c'est le langage utilisé en logistique, donc du maillon A jusqu'au maillon Z. Donc pour mettre en place les standards GS1, donc mon manager, en collaboration avec GS1, ils ont écrit un cahier des charges. Donc moi, à mon intégration à l'entreprise, c'était déjà un projet qui était vraiment mis en place, mais c'était un sujet sur lequel mon manager voulait vraiment que j'intervienne. Donc j'ai intervenu sur ce sujet-là. J'ai diffusé le cahier des charges à tous nos fournisseurs et puis j'ai fait en sorte que ce soit appliqué, c'est-à-dire que les process de nos fournisseurs soient revus en termes d'étiquetage pour pouvoir répondre à nos exigences et donc à l'exigence de nos clients. Donc ce qui était vraiment difficile dans ma mission, c'était de coordonner le tout. Donc déjà de coordonner les choses avec les fournisseurs, de coordonner les choses en interne, vu que sur ce sujet-là, on a plusieurs intervenants, on va voir les achats, le marketing ou encore les emballages. Donc il y a vraiment énormément de services qui rentrent en jeu dans ce sujet. Et puis j'ai été le relais en interne, mais également donc quand on avait des remontées d'informations négatives de nos clients disant que les codes n'étaient pas bons, ou on a plusieurs sujets à traiter. Donc, les problématiques rencontrées lors de cette intervention de ma part, donc c'était la rigidité des standards. Donc, comme vous savez tous, un standard c'est forcément rigide. Donc, ça ne répond pas à notre mode de fonctionnement, au mode de fonctionnement de nos fournisseurs ou encore au mode de fonctionnement de nos clients. Donc, on ne prend pas en compte les différentes organisations. Donc, ça va être un niveau de connaissance des fournisseurs qui va être complètement différent. Donc, on a des gros fournisseurs qui travaillent avec des gros groupes de distribution qui ont l'habitude avec ces standards-là, donc ils n'ont pas forcément de problème pour mettre en place ce qu'on leur demande. Et puis on va avoir également les petits fournisseurs locaux, donc qui n'ont pas forcément les outils informatiques pour pouvoir développer ce qu'on leur demande. Donc, les niveaux de connaissances en interne. Donc, nos services en interne ne sont pas assez formés au sujet de GS1 pour connaître qu'est-ce que le standard GS1, quelles sont les exigences de ce standard. Donc, on a dû organiser des sessions de formation en collaboration avec GS1 donc pour pouvoir former nos équipes pour la compréhension de ce cahier des charges. Ensuite, donc, on a l'organisation interne des fournisseurs. Les organisations sont complètement différentes. Donc, pour pouvoir vraiment faire comprendre le cahier des charges à tout le monde, ce n'est pas quelque chose de très facile et de très rapide surtout. Donc, c'est quelque chose qui traîne assez dans le temps. On a une obligation de mise en place de solutions temporaires. Donc, pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients, on est obligé de mettre en place, par exemple, des solutions de réétiquetage ou autres. On est obligé de mettre des codes, par exemple, dans notre ERP, qui vont être des codes temporaires qu'on va changer par la suite pour pouvoir vraiment tout standardiser. Et donc, la partie qui traîne vraiment dans le temps, ça va être le suivi et le contrôle continu. Donc, pour pouvoir vraiment s'assurer que tout soit bon, il faut vraiment que ce soit suivi de la mise en place. Donc, une fois que le fournisseur va mettre en place les nouvelles étiquettes, il va falloir faire le relais avec nos prestataires logistiques pour pouvoir vraiment savoir que tout a été bien fait. Après un certain moment, il va falloir vérifier la qualité de ces étiquettes-là. Est-ce que tout est bon? Est-ce que le fonctionnement est toujours cohérent avec nous, ce qu'on a demandé de base? Donc ça, c'est des problématiques. Donc par la suite, on va parler des gains. Donc les gains de la mise en place de ce système, ça va être d'adopter un langage commun avec les fournisseurs et les clients. Donc ça va être des codes communs qui vont aller de nos fournisseurs jusqu'à notre client final en passant par plusieurs étapes de la supply chain. Donc de répondre aux exigences de nos clients. Donc la réponse aux exigences des clients, c'est vraiment ce qui est primordial pour toute entreprise. Donc la satisfaction d'un client, c'est vraiment c'est l'opportunité de garder ce client-là et aussi de séduire de nouveaux clients.
Et puis par la suite, donc garder une traçabilité fine. La traçabilité en agroalimentaire, c'est quelque chose de super importante. Donc vraiment, c'est ce qui permet la sécurité de notre consommateur. Grâce à ces codes-là, on est capable de retracer l'unité de vente, donc de chez le fournisseur jusqu'à la fin de notre supply chain, jusqu'à l'arrivée dans le plat du consommateur. Et donc c'est vraiment le point le plus important de la supply chain en agroalimentaire, ça va être la traçabilité et la sécurité alimentaire. Donc les résultats actuels, donc en 4 mois, donc 4 mois ça va être du jour où on a commencé à diffuser notre cahier des charges. Donc on a eu 48% de fournisseurs supplémentaires donc qui se sont conformisés à notre cahier des charges et qui ont respecté ce qu'on leur a demandé. Ensuite donc l'amélioration de la satisfaction de nos clients et également de nos prestataires logistiques, puisqu'un prestataire logistique travailler avec des standards c'est quelque chose de très important pour le prestataire logistique pour pouvoir vraiment augmenter sa productivité, que ce soit en réception, en picking, donc des codes sur les colis ou des codes sur les palettes, ça va être beaucoup plus simple, ça va permettre d'automatiser le tout. Donc vraiment, on va pouvoir réceptionner la palette avec un simple scan, utiliser des transpalettes, reconnaître plus rapidement nos palettes et également donc en termes de picking, on va être sûr de ne pas faire d'inversion, on va être sûr de bien servir notre client. Donc on a eu une augmentation de 6% de taux de service de la part de nos prestataires, parce qu'avec des codes, on est vraiment sûr que tout est bon. Ensuite, donc, on a eu la diminution des réclamations clients. Donc, nos clients, on a de moins en moins de remontées avec des codes qui ne correspondent pas à leurs demandes. Donc, la plupart du temps, on a eu des réclamations. C'était sur des palettes donc, qui faisaient partie de lots qui n'ont pas encore été étiquetés par le standard que nous, on a demandé. Donc, du coup, en attendant, c'était un peu compliqué. Mais là, ça avance bien, donc je suis confiante. Et puis, par la suite, donc, le déploiement de l'EDI, donc les échanges de données informatiques, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, dans les grandes entreprises, l'EDI est quelque chose quelque chose d'assez vulgarisé. Donc, on est en train de travailler sur l'échange de données informatiques, surtout vraiment que là, aujourd'hui, on se positionne dans la grande distribution. Donc, vraiment, l'EDI, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en place aujourd'hui. Donc, on a eu 10% de fournisseurs supplémentaires en EDI dans les 4 mois. Merci à vous de m'avoir écouté aujourd'hui et très bonne journée à vous tous. Cette fois-ci, je pense qu'il va y avoir des questions de la salle. Moi, je n'ai pas une question, j'ai une remarque. Bon, d'abord, félicitations parce que vous avez de la pêche et vous êtes pugnace. Et pour ce genre de sujet qui n'est pas sexy du tout, il faut un sacré caractère pour le faire avancer. Après, le message, il est pour les jeunes ici aujourd'hui. Sur les 2 dernières... La première présentation était plutôt tournée sur le futur, comment on allait mieux faire demain et mieux traiter nos déchets. Donc c'est un peu différent. Les 2 dernières, finalement, sont assez encourageantes parce qu'il y a une société qui découvre qu'une supply chain, ça apporte beaucoup. Donc je crois que vous disiez qu'il n'y avait même pas d'ordre de fabrication. Donc c'est plutôt encourageant pour vous parce que ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot à faire dans le monde des entreprises. Et puis il y a une autre entreprise qui n'est pas une petite qui découvre que il faut un langage commun avec ses fournisseurs et ses clients alors qu'on est en 2017. Et sans être trop... 2018, pardon. Sans être trop sarcastique, j'entends souvent parler, moi on vient me voir tous les jours, même parler de la blockchain, du big data, de l'automatisation, la mécanisation, la RFID et tout ce qui va avec. Et souvent je me dis mais il faut quand même penser aux basiques, quoi. Avoir un bon référentiel qui tienne la route, avoir des stocks qui sont justes et avoir juste la base pour gérer les flux. Je me dis que des fois, faut faire attention à ce qu'on fait et qu'avant de se lancer dans de la blockchain, vérifions que la base est bien là. Merci pour votre présentation. À vous. Oui, moi je partage vraiment ce que tu viens de dire, Vincent. Moi j'avais une question parce que vous avez mis le doigt sur un problème qu'on retrouve partout maintenant, puisque beaucoup d'entreprises de grande taille collaborent avec des entreprises de petite taille, et c'est effectivement comment arriver à
partager des outils communs alors qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut quand on est une petite entreprise. Du coup, vous avez un petit peu évoqué le sujet. Est-ce que vous pouvez un petit peu illustrer comment vous êtes en train d'aider ces petites entreprises? Parce que du coup, il faut les aider à s'intégrer dans le process. Est-ce que vous pouvez un peu, vous avez quelques exemples, comment vous avez travaillé sur ce sujet ou comment vous êtes en train de travailler sur ce sujet? Donc ça va être vraiment de l'accompagnement. Donc vraiment, il faut tout miser sur la communication. Il faut surtout se dire que ces fournisseurs-là, ils sont vraiment pleins de volonté, ils ont vraiment envie d'avancer, ils ont envie également de comprendre ces standards-là et de mettre en place ces outils. Ils n'ont pas forcément les connaissances pour, ou par exemple les moyens de se développer informatiquement ou encore, c'est-à-dire en termes de machines, ils vont pas forcément avoir les moyens d'investir. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver des outils simples pour bien les orienter, c'est-à-dire vraiment c'est de l'accompagnement. Les fournisseurs, moi je les ai presque tous les jours au téléphone, c'est des échanges de mails, c'est vraiment de la sensibilisation par rapport à ce sujet-là. Je vais les orienter vers des techniciens GS1 qui sont plus capables d'expliquer le sujet, donc ils seront vraiment amenés à prendre en charge la technicité du sujet. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est de l'accompagnement quotidien. Donc depuis le jour où je suis arrivée, c'est vraiment... Et c'est assez compliqué vu que c'est un sujet qui dérange tout le monde. C'est un sujet qui ne plaît pas, c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un au téléphone aujourd'hui, lui proposer un coup de fil le lendemain pour qu'il me rappelle un mois plus tard. Donc c'est un sujet qui est vraiment assez sensible et qui ne plaît pas à tout le monde, on va dire. Voilà. Bravo. Merci Salma. Ah, première question de la salle, bravo. Je vais peut-être lui emmener le micro, il n'y a pas de souci. Une petite question. Donc, tu disais qu'en 4 mois, 48% de tes fournisseurs sont passés se sont mis en conformité par rapport à ton... Tu as combien de fournisseurs? Parce que moi, j'ai par exemple 400 fournisseurs en fait, dans mon portefeuille. Et passer 48% de mes fournisseurs sur 4 mois, ce serait vraiment un réel défi et convaincre autant de fournisseurs. Mettre ça en place. Donc je voulais juste comprendre un chiffre. Là, pour l'instant, on est à une centaine de fournisseurs. Sur une centaine de fournisseurs. Donc c'est déjà une bonne cinquantaine qui a... Oui, à peu près. Ok. Donc c'est pas évident à les convaincre. Après, ça va plus être des fournisseurs qui travaillent avec la grande distribution, donc c'est pas vraiment compliqué de les mettre en conformité. Ils ont l'habitude de travailler avec, par exemple, Carrefour, Auchan, donc voilà, ils ont l'habitude, ils connaissent les standards. Il faut juste leur demander, il faut juste leur donner les bons codes. C'est-à-dire, ce qui a été le plus compliqué, c'est de revoir notre système interne. Donc déjà, notre système interne, il est revu par notre service référentiel ou par les services informatiques. Donc ça, déjà, pour vraiment mettre en place des nouveaux codes au niveau de nos systèmes à nous, c'est vraiment le nerf de guerre. Une fois que ça c'est fait, si on communique les bonnes données à nos fournisseurs, les gros fournisseurs, ils ont déjà les systèmes d'information pour pouvoir intégrer les données, donc c'est pas vraiment très compliqué. Après, les autres 50%, ça va vraiment être des petits fournisseurs et là, c'est assez compliqué. Vous posez chez eux déjà. Après, Pardon ? Picard, ton entreprise, oui. il pèse sûrement beaucoup chez ces petits fournisseurs, donc oui, c'est ça. C'est un petit peu, il y a aussi un jeu de force. Bon. En fait, c'est pas forcément ça, mais en fait, tout dépend de l'organisation des fournisseurs. Par exemple, quand c'est des exportateurs, ils ont du mal à expliquer, par exemple, s'ils exportent des produits de Madagascar, ils ont du mal à expliquer à l'industriel à Madagascar qu'il faut faire les choses autrement. Donc déjà, on a aussi la notion d'international. Donc le fait d'avoir des fournisseurs de par le monde, ça complique un peu plus le sujet. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais comme je vous ai dit, les fournisseurs qui se sont mis en conformité, ça va être plus des fournisseurs qui sont assez gros et qui travaillent en France et qui ont l'habitude avec ces standards-là. Okay. Merci. De rien. Bravo Salma. Dernier candidat, Clément, de Pôle Paris Alternance également. Alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Ossage, donc je suis actuellement étudiant en alternance chez PPA, en master achat et logistique spécialisation supply chain. Et je suis en parallèle responsable logistique chez Paris Gastronomie. Et je suis à la recherche pour septembre 2018 d'un CDI en supply chain. Donc très brièvement, je vais vous présenter ma société, donc Paris Gastronomie Distribution. Donc on est exportateur sur le marché de Rungis. Donc on expédie principalement des produits frais, mais aussi des produits non frais, à destination d'épiceries, de distributeurs, de restaurateurs, mais aussi de grossistes, donc dans le monde entier, surtout l'Asie, les dom-toms et l'Afrique. On est un intermédiaire dans le processus, donc ça il faut bien le comprendre.
C'est-à-dire qu'on est entre le fournisseur qui va posséder la marchandise et qui va la délivrer au transitaire qui lui l'expédiera au client. Donc le projet aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est la réduction des coûts par la centralisation des achats et une meilleure répartition fournisseurs. Le constat, à un moment donné, on avait un très grand nombre de fournisseurs. Le problème étant, c'est que nos commerciaux passaient de très petites quantités en commande chez beaucoup de fournisseurs. Donc du coup, ça nous faisait des coûts énormes. Des coûts en logistique, en interne. C'est-à-dire qu'on avait une personne qui se baladait sur le marché de Rungis pour ramasser les colis. Sauf qu'elle ramassait les colis chez un fournisseur, 2 fournisseurs. Et à la fin, elle en faisait 40 pour 3 colis par fournisseur. Donc ça fait assez énorme en coûts. Il y avait aussi de gros coûts externes en logistique. C'est-à-dire que nos fournisseurs, on avait tellement peu de volume par fournisseur qu'on se retrouvait avec des frais de port. Et à certains moments, les clients refusaient de prendre les frais de port à leur compte. Traçabilité et réactivité. On avait des soucis de traçabilité puisqu'il est beaucoup plus simple de tracer 120 colis chez une dizaine de fournisseurs que 120 colis chez 60 fournisseurs. Donc on avait du mal à suivre le flux de marchandises à ce moment-là. En termes de réactivité, la plupart des fournisseurs étaient tellement peu investis dans le projet qu'ils ne nous prévenaient pas des manquants. Tout ce qui était commande, des problèmes de livraison, des ruptures. Donc nous, on se rendait compte le jour de l'expédition par avion qu'il nous manquait énormément de produits. Donc qui est-ce qui en pâtissait à la fin? C'est le client. Le taux de service client était en baisse. Solution, on est tout simplement revenu à des basiques très simples. On a réduit le panel fournisseur, c'est-à-dire qu'on a recentré nos fournisseurs sur ceux qui étaient le plus investis dans le projet. Donc des fournisseurs qui nous proposaient des produits les plus importants pour nos clients, mais aussi des très gros fournisseurs, mais aussi des petits producteurs qui souhaitaient s'investir dans le projet, se développer au travers de notre entreprise. Donc on leur a expliqué notre projet et en même temps on a essayé de comprendre le leur. Donc on a eu une bien meilleure relation avec nos fournisseurs. On a pu aussi également renégocier les prix, mais aussi les conditions. Plus de volume, donc de meilleurs prix. Et des conditions aussi en termes de réactivité, c'est-à-dire répondre rapidement aux cotations. On sait que maintenant, répondre assez rapidement aux cotations par rapport à une demande client, c'est quand même un très gros avantage par rapport à la concurrence. On a aussi négocié les conditions de transmission d'informations, c'est-à-dire que pour l'export, c'est très important d'avoir des numéros d'agrément, des DLC, des numéros de lot en temps et en heure. Et avec les fournisseurs qu'on avait avant, on pêchait pour avoir l'information. Et enfin, on a centralisé, c'est-à-dire qu'on a centralisé nos achats sur 3 jours de commande. 3 jours au lieu de 5. Donc le mardi, le mercredi et le vendredi. Le jour des expéditions par avion, en fait. Le mardi, on a pu s'avancer également pour le mercredi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les mêmes quantités, mais sur 3 jours. Donc, après avoir réglé le côté fournisseur, il a fallu s'attaquer au côté transitaire. C'est-à-dire qu'il a fallu remettre en place des processus très simples, le zoning, le marquage colis, la réception des BL, la signature des BL, la transmission d'informations auprès de notre bureau. Et toutes ces petites choses-là, il a fallu le mettre en place avec le transitaire, mais aussi avec les fournisseurs. La difficulté du projet, une des principales, ça a été le changement. C'est-à-dire expliquer en interne qu'est-ce qui était important pour la société maintenant et expliquer à nos collaborateurs que certes, ça allait être une énorme charge de travail sur le moment, mais qu'au final, ça allait être un gain énorme de temps. Nombre d'interlocuteurs, on a eu énormément d'interlocuteurs à rencontrer, donc des fournisseurs, mais aussi des transitaires, et il a fallu adapter le langage par rapport à la personne qui était en face de nous. Et la différence, c'est que du coup, il a fallu apprendre à comprendre la personne qui était en face. Enfin, le nouveau processus, donc c'était plus une remise à niveau des processus, comme j'ai dit auparavant, mais il a fallu contrôler ces processus, constamment guider les transitaires, mais en même temps s'adapter à leur mode de travail. Et du coup, ça a été assez difficile par rapport aux tâches quotidiennes qu'il y avait à faire. C'était des tâches qui s'ajoutaient, mais il fallait quand même consacrer un bon temps dessus. Et enfin, la communication interne, qui est pour moi la plus importante, parce que je pense que énormément de soucis en entreprise passent par la communication. C'est-à-dire qu'on avait une énorme perte d'informations au niveau de la communication. L'entreprise ne communiquait pas assez bien, que ce soit dans le bureau, mais aussi avec ses interlocuteurs en externe. Et le fait de pousser, de faire en sorte que l'information, le flux informationnel soit meilleur, qu'on puisse communiquer plus facilement,
on a amélioré largement nos résultats. Donc les résultats, donc on a été beaucoup plus concurrentiel sur le marché. Pourquoi? On a pu répondre aux demandes de cotation plus rapidement, comme on l'avait vu. On a eu de meilleurs prix et on a eu des meilleures conditions de livraison. C'est-à-dire qu'on allait chez moins de fournisseurs et on avait plus de livraison en direct. Une augmentation du taux de service client, donc c'est une estimation, donc c'est un peu compliqué de l'estimer pour l'instant, mais on a beaucoup moins de réclamations clients à l'arrivée de la marchandise. Donc déjà, et on a beaucoup moins de manquants fournisseurs, on le constate aussi. Gestion simplifiée des dossiers clients. Donc quand il a fallu expliquer le changement à nos commerciaux, le résultat à la fin a été qu'ils ont gagné 30 à 45 minutes par dossier client. Donc étant donné qu'un commercial a 4 dossiers clients à peu près par jour, ça fait 1h30, 2 heures de temps. Donc en 1h30, 2 heures de temps, vous pouvez vous consacrer sur des demandes de cotation, parler à vos clients, développer le business. Donc tout ça, c'est très important. Et en général, c'est les tâches qui sont les plus appréciées par les commerciaux et qui sont les plus délaissées au final. La meilleure traçabilité, donc forcément, on a eu moins de fournisseurs, mais on a eu plus de volume. Du coup, on a mieux tracé les produits, le flux de marchandises. Et enfin, réduction des coûts logistiques et de passation de commandes. Les commerciaux ont passé beaucoup moins de temps à passer des commandes. Et coûts logistiques, on a réduit en interne quasiment de 50% de nos coûts logistiques. Pourquoi? On avait 2 personnes qui étaient sur ce marché de Rungis et une personne souhaitait partir. Et on lui a expliqué que le projet pouvait permettre à cette personne de s'en aller. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. Donc on a réduit nos frais logistiques en interne de 50% et nos frais logistiques externes d'un certain nombre qu'on n'arrive pas à estimer encore. On l'estime à 15%. Voilà, merci à tous. Maintenant que la voie a été montrée, question de la salle. Merci Clément. Merci. Donc encore un exemple de transformation, gestion de changement, etc. J'ai encore 2 questions. Voilà, la première, c'est là, le projet voilà, est ongoing, etc. Est-ce que voilà, il y a eu quelque chose que tu as fait, mais aujourd'hui, tu aurais fait différemment, en fait, non? Si tu avais la possibilité de revenir en arrière. Et la deuxième, c'est lié, en fait, le suivi non, du projet. En fait, est-ce qu'il y a d'autres choses, ensuite, d'autres projets qui s'inscrivent dans cette continuité de transformation? Alors du coup, pour la première question, ce qui a été difficile en soi, c'était d'expliquer aux fournisseurs qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Donc le suivi a été difficile sur le moment, puisqu'il a fallu les accompagner. Et on avait tendance à certains moments à revenir en arrière. C'est-à-dire que les mauvais principes qui s'étaient mis en place auparavant revenaient. Donc ce qui a été difficile dans le projet réellement, c'est le contrôle. Et si j'avais quelque chose à refaire, peut-être, c'est de moins imposer les choses. Aux transitaires, on a tenté de leur imposer les choses, mais sans vraiment comprendre leur fonctionnement dès le départ. Et du coup, ce qui a été compliqué pour eux, c'est de s'adapter, mais en fait, ça changeait complètement leur cycle de travail. Donc, c'était pas du tout intéressant pour eux. Et il a fallu finalement s'adapter à eux plus que eux s'adapter à nous. C'est une bonne réponse? Moi, j'ai une bonne question. Allez-y. Tu as réduit le nombre, vous avez cherché à réduire le nombre de fournisseurs, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez envisagé réduire le nombre de transitaires? Alors, on y a pensé. Après, le souci, c'est qu'il a fallu communiquer avec nos clients. Par rapport à ça, certains clients ont changé de transitaire du coup pour se mettre sur des transitaires avec qui on travaillait énormément. Du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous. Et certains ont refusé. Et puis après, il y avait des destinations qui n'étaient pas aussi desservies par certains transitaires. Du coup, on a pensé à cette solution au départ. Donc, on a d'abord communiqué avec nos clients pour voir si ça les intéressait. Mais on est surtout parti sur l'autre principe. Mais je sais qu'on a quand même peut-être 2-3 clients qui ont changé de transitaire pour venir chez le transitaire avec qui on travaille le plus. Je reviens sur la salle. Il est midi, donc on est juste dans les temps. Enfin, je voudrais franchement féliciter les 4 étudiants. C'était une grande première pour eux. C'est vraiment pas facile. Merci. Vous l'avez brillamment fait. Vous l'avez fait en respectant ce qu'on s'était dit, donc les temps. Donc vraiment un très grand bravo. Et maintenant, je laisse l'assistance venir chercher des CV, et discuter avec vous, échanger avec vous. Merci.